Je m'appelle Roxane. J'avais 22 ans lorsque la tension étouffante à la table du dîner a explosé en un ultimatum cruel. La femme qui a épousé mon père biologique m'a regardé droit dans les yeux avant de prononcer son verdict final sans la moindre hésitation: suis les règles de la famille ou pars. Je suis resté totalement figé au milieu de la salle à manger, assimilant cette exigence absurde de devenir une servante non payée juste pour garder un toit au-dessus de ma tête. Le coup de grâce m'a frappé au plus profond de moi en voyant l'accord froid et silencieux, clairement inscrit sur le visage complètement passif de mon propre père biologique. Il a refusé de me défendre contre l'hostilité déraisonnable que sa nouvelle femme manifestait à l'égard de ma présence permanente dans leur maison, sans verser une seule larme ni demander grâce. J'ai posé doucement ma fourchette avant de monter à l'étage pour emballer mes affaires dans une seule valise. Je suis parti dans la nuit noire de Tucson, laissant derrière moi la seule famille qu'il me restait pour errer dans les rues dans un désespoir absolu. Ces journées épuisantes de survie temporaire m'ont finalement mené à un poste d'aidante à plein temps pour m'occuper d'une femme âgée incroyablement exigeante. J'ai passé 13 années éprouvantes à consacrer toute ma vie à ses soins médicaux quotidiens, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne paisiblement en me léguant de manière inattendue l'intégralité de sa colossale fortune. La révélation choquante de cet héritage milliardaire est rapidement parvenue à mes anciens proches, provoquant 148 appels manqués provenant exactement des mêmes personnes qui m'avaient autrefois rejeté sans cœur dans la rue. Suivez mon parcours jusqu'à la toute fin, puis commentez la ville depuis laquelle vous regardez afin que je puisse voir exactement jusqu'où cette histoire de revanche ultime a voyagé aujourd'hui. Avant que je ne fasse ma valise pour partir dans cette nuit noire, voici la réalité étouffante que j'étais forcé de subir chaque jour. L'écran de mon téléphone s'allumait inévitablement bien avant l'aube avec un barrage incessant de messages exigeants dans notre groupe familial. Ma belle-mère envoyait d'interminables paragraphes détaillant des tâches ménagères épuisantes qui devaient être accomplies immédiatement, avant même que quiconque ne prenne la peine de se réveiller. Aileen s'attendait à ce que toute la grande propriété reste parfaitement propre pendant que je m'épuisais à frotter les parquets et à laver le linge sale de tout le monde, sans jamais recevoir le moindre remerciement. Le volume de tâches quotidiennes était intentionnellement conçu pour me maintenir physiquement épuisé du moment où j'ouvrais les yeux jusqu'au soir tard. La routine du matin consistait toujours à préparer un plateau de petit déjeuner complexe à monter à l'étage pour ma demi-sœur, qui refusait absolument de quitter son lit douillet avant midi. Cheyenne arrachait la lourde assiette en céramique directement de mes mains avec une expression de pur mépris, avant de me commander de ramasser les vêtements de marque jetés sur le sol particulièrement désordonné de sa chambre. Je pliais silencieusement ses vêtements coûteux pendant qu'elle se plaignait haut et fort de la température de la nourriture, agissant exactement comme si j'étais une servante engagée plutôt qu'un être humain vivant sous le même toit. Ces insultes verbales meublaient constamment mon emploi du temps quotidien, car elle trouvait toujours de nouveaux moyens de rabaisser ma présence. Le tourment psychologique s'est intensifié en fin d'après-midi, juste après que j'avais enfin fini de désinfecter les comptoirs de la cuisine après des heures de travail manuel épuisant. Aileen entrait délibérément dans la pièce en tenant des assiettes non lavées recouvertes de restes de nourriture graisseuse, pour jeter le tout sans précaution sur les surfaces fraîchement essuyées avec un sourire cruel. Elle prétendait avoir renversé son encas par accident avant de me commander de recommencer tout le processus de nettoyage, juste pour établir sa domination absolue sur mon existence quotidienne. Tout espoir de justice a totalement disparu au moment où mon père biologique est rentré de son travail dans un bureau d'entreprise pour inspecter la maison. Papa m'a convoqué dans le salon pour me présenter froidement une liste minutieusement calculée de loyers exorbitants et de frais de service public gonflés couvrant ma survie de base dans la maison. Il savait parfaitement que ces dépenses mensuelles massives engloutiraient entièrement les modestes salaires que je me faisais en travaillant tard le soir dans une boulangerie locale du centre-ville. J'ai désespérément essayé d'expliquer qu'il m'était impossible de survivre sans le moindre sou
Mais il a simplement croisé les bras en prononçant son verdict sévère sans la moindre empathie. Si tu veux vivre sous ce toit, tu paies ton loyer et tu fais ta part de travail. Nous ne faisons pas de la charité. La pression écrasante a fini par briser mon esprit un soir, me faisant m'effondrer de désespoir sur les marches en béton froid de notre porche d'entrée. Ma meilleure amie est passée par hasard devant la propriété en rentrant de ses cours universitaires. Et s'est précipitée vers moi en me voyant verser des larmes silencieuses dans l'obscurité. Gwen a entouré mes épaules tremblantes de ses bras, m'apportant le seul soutien émotionnel sincère qui m'a empêché de renoncer complètement à la vie. Pendant ces mois incroyablement misérables. En reprenant mon souffle dans son étreinte réconfortante, j'ai pris une conscience douloureusement profonde de ma véritable position au sein de ce foyer. Toxique. Je n'ai jamais été considéré comme un membre à part entière de la famille méritant un respect de base ou de l'amour parental par les personnes censées me protéger. Ils me voyaient seulement comme un outil pratique pour générer des revenus supplémentaires tout en me soutirant un travail non rémunéré sans fin pour maintenir leur mode de vie confortable au détriment direct de ma propre santé mentale. Des semaines ont passé depuis la nuit où j'ai quitté la maison, obligé de dormir sur des canapés étroits appartenant à diverses connaissances. J'ai finalement trouvé un poste d'aidante résidente offrant un logement permanent. Juste au moment où mes économies limitées s'épuisaient complètement. J'ai traîné ma valise usée sur l'asphalte brûlant jusqu'aux imposants portails en fer protégeant un manoir isolé situé au cœur de Tucson. La taille impressionnante de la propriété semblait incroyablement intimidante lorsque les lourdes portes de sécurité se sont lentement ouvertes pour me donner accès à ma nouvelle réalité. Le gestionnaire du domaine m'a immédiatement escorté à travers un labyrinthe de couloirs jusqu'au quartier du personnel, où j'ai rapidement déballé mes quelques affaires avant de commencer mes tâches. Ma toute première rencontre directe avec la milliardaire a eu lieu dans un bureau sombre rempli de haute bibliothèque. Bernice était assise fermement derrière un lourd bureau en chêne, dégageant une aura d'autorité absolue tout en me soumettant à une évaluation très stricte. Elle a scruté mon apparence avec des yeux calculateurs à la recherche du moindre signe de faiblesse ou d'incompétence, sans même faire un geste d'accueil. Toute la présentation a consisté en des exigences rapides concernant mon endurance, plutôt qu'en une conversation polie sur mon parcours. Elle me voyait clairement comme une autre employée jetable engagée pour accomplir une fonction précise. Apprendre la routine quotidienne s'est avéré extrêmement difficile étant donné la charge de travail énorme qui comprenait des horaires de médication complexes ainsi que des séances de physiothérapie intenses. Chaque fois que je demandais poliment des clarifications concernant ses préférences alimentaires ou ses limitations de mobilité, elle répondait par un mur de silence intentionnel. Elle ignorait délibérément ma présence en tournant les pages de ses journaux financiers, faisant comme si j'étais totalement invisible dans la pièce. L'atmosphère étouffante rendait les tâches d'aide si difficiles que je craignais constamment de commettre une erreur médicale catastrophique sans guidage approprié. Lorsque j'ai insisté pour obtenir une réponse nécessaire concernant son dosage de médicaments pour le soir, elle a enfin abaissé son journal pour me lancer une sévère réprimande. Je vous paie pour travailler, pas pour poser des questions. Faites exactement ce qu'on vous dit et nous n'aurons aucun problème. La distance psychologique entre nous a atteint son sommet au cours de la dernière semaine de novembre, lorsque toute la ville a commencé à préparer les réunions de fin d'année. J'ai passé 2 journées entières à nettoyer méticuleusement la grande salle à manger, m'attendant à l'arrivée de nombreux parents ou associés pour le festin à venir. À l'approche du jeudi après-midi, la maison restait étrangement calme, sans aucun appel téléphonique ni voix joyeuse typique des célébrations festives. Je me suis approché du salon, un chiffon à la main, pour me renseigner sur l'heure d'arrivée prévue des invités pour le dîner. Bernice a fixé fixement l'écran de télévision avant de tourner la tête pour me donner une instruction totalement dénuée d'émotion. Il n'y aura pas d'invités pour la fête de l'Action de grâce. Mettez un seul couvert et laissez-moi seul. Elle a passé toute la soirée de fête assise en solitaire à la tête d'une grande table en acajou, conçue pour accueillir confortablement 20 personnes.
Je l'observais depuis le seuil de la cuisine en la regardant manger en silence. Tandis qu'une lourde horloge comptoise égrenait les secondes dans le silence ambiant. Aucun proche n'a pris la peine d'envoyer des fleurs ou de passer au domaine pour partager un moment de gratitude avec cette femme qui possédait soi-disant tout. Le vide oppressant qui résonnait dans ce manoir luxueux a balayé la façade intimidante qu'elle s'efforçait de maintenir devant ses employés. Une vague inattendue de compréhension profonde m'a envahi lorsque j'ai reconnu une douleur familière cachée sous son extérieur strict. Malgré nos comptes bancaires radicalement différents, nous partagions exactement la même tragique réalité. Avoir été complètement abandonné par les personnes censées nous aimer le plus. La fugitive sans le sou forcée à la servitude et la riche matriarche isolée dans sa cage d'or. Survivaient toutes deux à la même solitude écrasante. Les 3 premiers mois d'emploi ont été une série continue de tests psychologiques. Les exigences déraisonnables augmentant sans cesse. Bernice me donnait constamment des instructions impossibles, exigeant que j'organise manuellement les imposantes archives de la bibliothèque en une seule heure. Tout en faisant comme si mes efforts réussis n'avaient jamais eu lieu. Elle me donnait des listes très vagues concernant son emploi du temps, s'attendant à ce que j'anticipe parfaitement ses besoins sans la moindre explication préalable. Elle me demandait délibérément des plats complexes pour ensuite repousser la lourde assiette, prétendant que la température était mauvaise sans même goûter une seule bouchée pour vérifier. Son comportement passif-agressif servait de méthode calculée pour pousser mes limites émotionnelles. Jusqu'à ce que je me soumette à sa tyrannie ou que je m'effondre complètement. Elle voulait voir si j'avais une colonne vertébrale ou si j'étais simplement une autre employée. Jetable prête à tolérer des abus sans fin. Le point de rupture inévitable est arrivé lors d'un mardi après-midi particulièrement épuisant. Lorsqu'elle a fait tomber délibérément une épaisse pile de dossiers médicaux fraîchement triés sur le parquet. Au lieu de me jeter immédiatement à genoux pour ramasser les papiers dispersés comme je l'aurais fait pour mon ancienne belle-mère, je suis restée bien droite. J'ai regardé directement dans ses yeux froids, choisissant de poser une limite ferme plutôt que de continuer le cycle toxique de soumission silencieuse que j'avais subi dans mon passé. Prenant une profonde inspiration, j'ai abordé son comportement inacceptable avec une assurance inébranlable pour mettre fin définitivement au mauvais traitement. Je suis ici pour vous aider dans votre santé et vos besoins quotidiens. Mais je ne serai pas le réceptacle de votre frustration. La riche matriarche est restée totalement silencieuse pendant plusieurs moments extrêmement tendus, assimilant cette résistance inédite de la part d'une aidante fraîchement engagée. Son expression initiale de choc véritable s'est lentement transformée en un regard subtil de respect. Profond en réalisant que je possédais une vraie dignité et non une obéissance aveugle. Elle a compris que je n'étais pas une autre sycophante avide prête à subir des humiliations quotidiennes simplement pour obtenir un chèque régulier d'une milliardaire difficile. Sa posture rigide s'est légèrement adoucie lorsqu'elle a enfin reconnu ma position ferme sans faire preuve d'hostilité supplémentaire. Tu as du caractère, Roxane. C'est une qualité rare dans une maison remplie de gens qui ne veulent que mon argent. À la suite de cette confrontation décisive, la dynamique oppressive à l'intérieur du manoir a changé du tout au tout pour faire place à une relation de travail empreinte de respect mutuel et fondée sur une communication honnête. Nous avons commencé à passer nos fins de soirée ensemble dans le grand bureau, à trier méthodiquement des décennies de documents d'entreprise négligés et de dossiers familiaux hautement confidentiels. Cette routine quotidienne très pratique a progressivement détruit le grand mur défensif qui nous séparait, permettant à des conversations sincères de remplacer le silence hostile précédent. Je lisais attentivement les rapports financiers complexes à voix haute pendant qu'elle me donnait des analyses commerciales aiguisées, montrant toute la vivacité de son esprit brillant. Au fur et à mesure que nos discussions nocturnes devenaient beaucoup plus fluides, elle a fini par me révéler la vérité dévastatrice cachée derrière son existence isolée. Bernice a parlé avec une grande amertume de ses enfants biologiques, qui exploitaient constamment son immense fortune pour financer leurs projets d'entreprise désastreux. Au cours des dernières décennies, il réclamait à plusieurs reprises d'importants injectements de capitaux pour des sociétés en faillite,
sans jamais faire preuve de la moindre gratitude ni d'affection personnelle en retour pour son soutien financier continu. Sa voix portait des années de douleur réprimée lorsqu'elle racontait les multiples occasions où ses fils n'appelaient que lorsque leur ligne de crédit était bloquée. Elle avait passé toute sa vie à bâtir un empire florissant dans l'espoir d'assurer leur avenir, pour réaliser au final qu'ils ne chérissaient que l'héritage et non la mère qui le leur fournissait. Chaque fois qu'elle tentait d'imposer une discipline financière de base en refusant enfin de couvrir leurs énormes dettes cumulées, ils répliquaient immédiatement en coupant froidement toute communication. Ils ont complètement abandonné leur mère vieillissante sans la moindre hésitation dès qu'elle a cessé de servir de banque personnelle illimitée, la laissant totalement seule dans un immense manoir bâti pour une famille. 13 années ont passé, transformant un simple contrat de travail en la relation la plus profonde et la plus solide que j'ai jamais connue de toute ma vie. J'ai consacré mon temps libre à étudier des techniques de soins infirmiers avancés ainsi que la gestion professionnelle des dossiers d'entreprise afin d'accompagner efficacement son état physique en déclin rapide. Ma recherche constante de connaissances pratiques m'a finalement hissé au poste d'assistante administrative très capable, à qui elle confiait des informations d'entreprise extrêmement sensibles. Je faisais fonctionner ces machines médicales complexes tout en organisant d'immenses portefeuilles d'investissements immobiliers sans jamais avoir besoin de supervision ou de correction constante. J'éprouvais une fierté absolue à maîtriser chaque détail de ces affaires pour veiller à ce que son héritage reste totalement protégé contre les menaces extérieures. La routine paisible que nous avions bâtie ensemble a été soudainement interrompue lorsque mon téléphone portable a sonné, affichant un numéro local inconnu par un après-midi calme. J'ai répondu avec précaution pour entendre la voix très reconnaissable de mon père biologique, qui tentait de paraître affectueux et profondément inquiet pour mon bien-être. Il a réussi à trouver mes coordonnées par l'intermédiaire d'une connaissance commune sur un réseau social populaire, après avoir totalement ignoré mon existence pendant plus d'une décennie. Il s'est immédiatement lancé dans une pitoyable histoire inventée de dettes de cartes de crédit accumulées, avant de me demander sans vergogne un prêt d'argent important pour sauver son foyer de la saisie imminente. Il a énuméré pendant plusieurs minutes ses divers échecs financiers en essayant désespérément de me convaincre que les enfants ont l'obligation morale stricte de soutenir constamment leurs parents. Difficulté. Je n'ai éprouvé strictement aucune sympathie en écoutant cet homme qui m'avait autrefois forcé à payer un loyer exorbitant pour pouvoir simplement dormir sous son toit. J'ai posé ma limite définitive avant de raccrocher sans la moindre hésitation, « Papa, tu as clairement fait comprendre que je n'avais de valeur que parce que je pouvais te payer. Ne rappelle plus jamais ce numéro. » J'ai immédiatement contacté mon opérateur téléphonique pour faire bloquer son numéro de façon permanente, protégeant ainsi ma stabilité mentale chèrement acquise contre ces manipulations toxiques. Cette confrontation concernant mon ancienne famille a marqué un tournant très important dans mes responsabilités au sein du manoir isolé. Bernice m'a convoqué dans son bureau privé plus tard dans la soirée pour me remettre en main propre le code de sécurité du coffre-fort mural en acier. Elle m'a demandé d'en sortir une épaisse pile de documents juridiques confidentiels détaillant la distribution de son grand domaine et ses nombreuses participations d'entreprises à travers tout le pays. Nous avons examiné la documentation ensemble pendant qu'elle me rappelait explicitement les cruelles trahisons financières commises par ses enfants irresponsables au cours des 40 dernières années. Elle voulait que je me rende compte à quel point leur demande d'argent incessante avait brisé le moindre sentiment maternel qu'elle éprouvait autrefois pour eux. Elle a pointé du doigt divers relevés de virements bancaires qui prouvaient leur avidité sans fin et leur absence totale de responsabilité envers leur propre mère. La riche matriarche a posé délicatement sa main frêle sur la mienne en me donnant un avertissement ferme sur la nature humaine et la nécessité absolue de se préserver. Elle m'a conseillé de toujours défendre mes limites personnelles contre les personnes opportunistes, qui n'apparaissent que lorsqu'elles voient un avantage financier à exploiter malicieusement. Ces conseils insistaient sur l'importance capitale d'accorder sa confiance exclusivement à ceux qui font preuve d'une loyauté sincère à travers leurs actes quotidiens.
plutôt qu'à de simples liens biologiques. Elle voulait désespérément s'assurer que je ne laisserais plus jamais personne manipuler ma bonté naturelle à l'avenir. Le sang ne veut rien dire s'il est teinté d'avidité. La confiance se mérite, Roxane. Et tu as tout mérité. Un après-midi silencieux de novembre a clos paisiblement la vie mouvementée de cette femme puissante, que je considérais comme ma vraie famille. J'ai pris la responsabilité d'organiser personnellement chaque détail du service funéraire, rendant hommage à son immense parcours professionnel et personnel. La brève cérémonie d'inhumation est restée très froide, dénuée de tout deuil sincère ou d'émotion de la part de la petite foule qui frissonnait dans le vent frais d'automne. Quelques rares proches sont venus brièvement, simplement pour marquer leur présence physique en attendant avec impatience l'opportunité de se partager sa fortune colossale. Ils s'échangeaient de fausses condoléances tout en regardant constamment leurs montres coûteuses, attendant impatiemment que les formalités religieuses se terminent enfin. Personne n'a versé une seule larme ni partagé de bons souvenirs sur la femme qui avait financé leur mode de vie luxueux pendant tant de décennies. Quelques jours après l'enterrement, j'ai reçu une convocation urgente du notaire personnel de Bernice me demandant de me rendre immédiatement à son bureau du centre-ville. J'ai conduit jusqu'à l'imposant bâtiment en verre abritant le cabinet réputé où le juriste nommé Wallace gérait le vaste domaine d'entreprise. Je suis lentement entré dans une grande salle de réunion remplie des mêmes proches avides qui n'avaient accordé presque aucun respect lors de la cérémonie au cimetière. Leur attention soudaine et intense était étouffante. Ils me fixaient avec des expressions de pure prétention mêlées d'un mépris agressif à peine dissimulé. Wallace se tenait fermement à la tête de la longue table en acajou, une épaisse enveloppe scellée à la main contenant ses dernières directives légales officielles. Il a sauté les formules de politesse d'usage pour lire immédiatement le document juridique tant attendu détaillant la répartition des actifs de l'entreprise. Le moment précis où il a annoncé sa décision choquante d'attribuer l'intégralité de l'héritage de la fortune milliardaire directement à sa fidèle aidante a provoqué un chaos immédiat. Toute la pièce a soudainement explosé dans un vacarme assourdissant. Les proches sous le choc frappant violemment leurs poings contre la table en bois ciré. Plusieurs membres de la famille se sont mis à crier en même temps, exigeant un recompte complet des actifs tout en menaçant d'annuler immédiatement les documents légaux signés. Je suis resté parfaitement immobile face à l'hostilité extrême que dégageait ce groupe d'individus furieux et privilégiés qui réclamaient ce qu'ils considéraient comme leur dû. Ils m'ont lancé de violentes insultes au visage, alors qu'ils n'avaient même pas pris la peine de rendre visite à Bernice une seule fois au cours de la dernière décennie. Ils m'ont traité de parasite opportuniste qui avait isolé une veuve vulnérable pour manipuler son état émotionnel fragile à des fins personnelles. Un neveu particulièrement bruyant s'est levé d'un coup, pointant un doigt tremblant vers moi tout en hurlant son accusation dans la salle de réunion. C'est une erreur. Vous avez manipulé une vieille femme malade pour lui voler notre fortune familiale, et nous vous poursuivrons en justice. Wallace a calmement levé la main pour demander le silence absolu, avant de chercher délibérément sous la lourde table pour en sortir une boîte en fer verrouillée. Il a posé le sombre coffre métallique juste devant moi en s'adressant aux proches enragés avec une autorité professionnelle irréprochable et sans la moindre hésitation. Il a expliqué clairement que cette boîte contenait une documentation juridique complète ainsi que des évaluations psychiatriques poussées prouvant sa lucidité mentale parfaite tout au long de cette décennie. Bernice avait méticuleusement préparé cette stratégie de défense infaillible des années à l'avance, sachant que ses descendants avides tenteraient inévitablement de contester violemment ces dernières volontés. Elle s'était assurée que chaque signature soit officiellement certifiée par des professionnels de santé indépendants confirmant sa pleine conscience lors du transfert de tout son empire. Bernice avait anticipé cette réaction. Tout a été sécurisé sur le plan juridique il y a des années, et son esprit était plus aiguisé que le vôtre. Moins de 48 heures après que le contenu exact du testament définitif a mystérieusement fuité dans divers journaux locaux, la tempête a éclaté. Mon téléphone portable s'est mis à vibrer sans s'arrêter.
affichant exactement 148 appels manqués accompagnés d'une pluie de messages textes pleins de manipulation émotionnelle provenant directement d'Aileen et de mon père. Mon ancienne famille toxique a utilisé sans vergogne l'argument du lien de sang tout en me laissant des douzaines de messages vocaux éplorés pour réclamer un accès immédiat à mon nouvel héritage. Ils ont éhontément tenté de me forcer à partager cette immense fortune d'entreprise juste pour sauver leur ménage de la ruine financière qu'ils avaient eux-mêmes causée par des années de dépenses irresponsables. Mon père a fini par contourner le blocage de mon réseau téléphonique en achetant un téléphone prépayé uniquement pour lancer sa dernière attaque émotionnelle. Il a parlé d'une voix faussement tremblante, essayant désespérément d'invoquer un sentiment d'obligation parentale qui n'avait absolument jamais existé pendant mon enfance misérable. Roxane, nous sommes ta famille. Nous t'avons élevé. Tu nous dois de partager cet argent et de nous sortir de ce pétrin financier. J'ai serré fermement le combiné, n'éprouvant plus la moindre sympathie pour ces personnes qui m'avaient traité comme une servante jetable. J'ai livré ma déclaration finale permanente avant de raccrocher définitivement. Je ne vous dois absolument rien. Vous m'avez appris que les règles de la famille s'appliquent. Et ma règle désormais est que vous n'êtes plus dans ma vie. Dans le même temps, le clan agressif formé par les proches de Bernice a officiellement déposé une plainte massive au tribunal de district, inventant des accusations ridicules de fraude criminelle. Leur équipe de juristes coûteux a lancé une offensive judiciaire visant à annuler les documents signés et à s'emparer par la force des actifs de l'entreprise. Ils ont complètement fabriqué des affirmations calomnieuses, prétendant que j'avais délibérément isolé la riche matriarche en empêchant la famille de lui rendre visite, malgré le fait clairement documenté qu'ils avaient choisi de l'abandonner depuis plus de 10 ans. La télévision locale a fortement médiatisé ces fausses accusations, provoquant une nuée de journalistes insistant juste devant les portails en fer de notre vaste domaine. J'ai catégoriquement refusé de céder le moindre pouce de terrain à ces clans opportunistes qui cherchaient à dévorer l'héritage qui me revenait de droit. J'ai passé plusieurs nuits consécutives sans dormir, aux côtés de Wallace dans le manoir fortifié, à trier minutieusement des piles imposantes de preuves médicales incontestables. Nous avons organisé méthodiquement des centaines d'évaluations médicales signées et de rapports psychiatriques pour réfuter sans effort le procès sans fondement intenté par la famille hostile. Wallace a établi une chronologie imparable prouvant que Bernice avait conservé une santé cognitive parfaite au moment précis où elle avait officiellement transféré l'ensemble de son empire sous mon nom. J'ai consacré les jours tendus qui ont suivi à me bâtir une forteresse mentale inébranlable afin de me préparer à la bataille décisive qui s'annonçait au tribunal. Je refusais que les menaces publiques ou les tentatives de manipulation psychologique de mon ancienne famille n'ébranlent ma détermination à l'emporter. Cette bataille judiciaire à venir représentait bien plus que la simple protection d'une fortune contre un vol de vautours. Elle symbolisait mon combat victorieux contre une vie entière d'exploitation émotionnelle. Et j'étais prête à détruire leurs ambitions dans cette salle d'audience sans la moindre hésitation. Le matin de l'audience finale s'est ouvert dans une atmosphère étouffante et d'un stress intense qui gagnait chaque personne présente dans le bâtiment. Je suis resté immobile à côté de Wallace en regardant l'équipe juridique adverse aligner des piles de preuves fabriquées pour essayer d'annuler ma présence aux côtés de Bernice. Wallace s'est levé avec assurance et a présenté la preuve vidéo essentielle devant le juge, montrant clairement la riche matriarche s'exprimer avec une clarté cognitive absolue sur ses dernières volontés. Cet enregistrement visuel incontestable a réduit à néant toutes les accusations de manipulation psychologique inventées de toutes pièces par la famille hostile. Le juge a soigneusement examiné les dossiers médicaux incontestables avant de rendre un jugement définitif, validant officiellement les documents signés et rejetant définitivement la plainte de ces opportunistes. Nous avons obtenu une ordonnance d'éloignement stricte, obligeant mon père biologique et sa famille à rester totalement à l'écart de moi, sous peine d'arrestation immédiate. Cette mesure s'est avérée indispensable après qu'ils ont tenté de provoquer un scandale en criant
Des insultes devant les portes du tribunal pour essayer de m'intimider. J'ai bientôt appris que la banque locale avait saisi la maison de mon père parce qu'ils n'avaient pas payé leurs impôts fonciers ainsi que leurs nombreuses dettes de cartes de crédit accumulées depuis plusieurs années. Leurs habitudes de dépenses irresponsables les ont rattrapés, les menant à une ruine financière totale sans mon travail non rémunéré et sans mon salaire de la boulangerie pour les entretenir. Je suis sorti du tribunal avec assurance, détenant le contrôle légal total sur cette immense fortune, tout en portant en moi un sentiment doux amer de liberté absolue. Ma vision de la confiance et de la loyauté a été transformée à jamais par les blessures profondes infligées par les personnes mêmes qui étaient censées m'offrir une protection parentale inconditionnelle durant ma jeunesse. Gentle Drama Stories présente ce récit à des fins purement éducatives sur la nécessité d'établir des limites personnelles strictes. Notre chaîne vise à montrer comment surmonter les crises familiales graves en utilisant la logique et la protection juridique appropriée plutôt que la soumission émotionnelle. Roxane a protégé sa valeur personnelle en prenant la décision difficile mais nécessaire de couper tous les liens avec sa famille biologique abusive. Les membres de la famille hostile ainsi que les proches avides ont finalement fait face à une ruine financière totale et à de lourdes conséquences juridiques découlant directement de leur propre choix égoïstes. Le recul sur ce parcours mouvementé révèle plusieurs leçons profondes sur les relations humaines et la préservation de soi. La vraie famille ne se définit jamais par de simples liens du sang, mais plutôt par ces personnes qui choisissent de nous traiter avec gentillesse et loyauté pendant nos moments les plus sombres. Établir des limites personnelles et couper les relations toxiques n'est pas un acte de cruauté, mais le moyen indispensable d'assurer sa propre survie émotionnelle. Vous ne devez jamais compromettre votre dignité ni vous soumettre à des personnes opportunistes qui exploitent les liens familiaux. Car une tolérance mal placée ne fera qu'inviter des abus plus lourds. Nous vous remercions sincèrement pour votre fidélité et d'avoir écouté cette histoire jusqu'à là. Fin. Comment réagiriez-vous face à une situation de manipulation émotionnelle venant de vos propres proches? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu.